avec le nom qui est le seul nom que l'État français mérite. Une junte criminelle. Et moi, j'ajoute ça. Très bien. Une junte criminelle. D'accord. Merci donc à vous. De moi, que nous demandons sa démission. C'est un voyou. Non, il ne faut pas secouer votre tête, c'est ce qu'il est. Non. C'est un même bandit, c'est un délinquant. Antonio Guterres, c'est un petit délinquant. Donc, ça fait des mois que moi, ici, sur ce plateau, j'écris pour dire qu'il y a longtemps que ce monsieur a abandonné, est sorti de ses prérogatives pour devenir un petit agent de l'OTAN. Ça fait des mois que je le dis ici. Et ce Premier ministre a porté cette voix en démontrant magistralement qu'il est sorti de ses prérogatives. Oui, pas peut-être en l'appelant délinquant. Je dis que c'est un petit délinquant. Ce n'est pas une injure, hein. Je peux démontrer ce que je dis. Voilà. Parce que quand quelqu'un se met, vous vous rappelez l'affaire du Covid, je dis que c'est ça qui a conduit l'Afrique là où on est là. On accepte n'importe quoi. Et on accumule de lâcheté qui se termine par notre asservissement. Dites-moi comment un secrétaire général de l'ONU peut appeler à la décimation d'un continent en mondovision lors du Covid. Il dit qu'il prophétise que nous allons mourir par millions. On lui a fait quoi? Pendant qu'il était de prophétiser ça, les gens mouraient par centaines, par milliers en Europe. Ça ne l'intéressait même pas parce qu'il était tellement obnubilé par la mort des Africains. Il ne s'est jamais excusé pour ça. Quand on est sérieux, mon cher ami, si l'ONU était une vraie organisation internationale, digne de ce nom, attachée à ses chartes proclamées, on l'aurait chassé depuis trop longtemps de ce poste. Nous, on est là pour faire les archives, pour faire le lexique, le dictionnaire des comportements des uns et des autres, quant à la vie de ce continent et de ce peuple, et même de l'humanité. Pourquoi je dis c'est un délinquant? Ce n'est pas une injure, c'est un fait. C'est vrai quand même que par rapport à la fin de Maintenant, 49, il y a eu un revirement. J'arrive. Oui. Non, il n'a même pas eu de revirement, il est comme ça. C'est pourquoi il n'y a pas de revirement. Il n'y a pas de revirement. Le Premier ministre lui rappelle d'abord que c'est un problème bilatéral et judiciaire. Et il lui rappelle ce qu'il a appelé les relations, les rapports de subsidiarité qui sont censés lier la CEDEAO et l'ONU. Il a bien précisé, malgré le caractère flou de cette subsidiarité, et pas des rapports de mimétisme. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la CEDEAO, tout à l'heure, je vais revenir dessus, ne sait même pas, c'est-à-dire, c'est même pas une organisation. C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine. Il lui rappelle ça. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre en charge ce qui ne te concerne pas. Tu ne peux pas remplacer la justice malienne. Parce que tu es un secrétaire général de l'ONU. C'est de la délinquance diplomatique. Tu n'es pas en train de l'insulter. C'est de la délinquance diplomatique. Tu ne peux pas, parce que tu es secrétaire général de l'ONU, décider un matin que, bon, ok, moi, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, je remplace la justice malienne. Et du coup, si cette justice n'existe plus, il y a des procédures qui sont engagées sur la base de preuves établies que les instances onusiennes ont reconnues, ont justifié. Le Premier ministre l'a d'ailleurs rappelé. Mais bon sang, Oui. ce monsieur a un cabinet qui travaille pour lui. Est-ce qu'il y a une administration, tout secrétaire général, qui lit les dossiers? Oui, il y en a. Mais il a mis ça de côté. Il a voulu utiliser l'influence de son poste pour faire de la délinquance diplomatique. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un délinquant. Ce n'est pas une injure. Attention. C'est de la vérité que je suis en train de dire. Donc, du coup, il remplace la justice malienne. Et il vient dire, on n'a pas affaire à des mercenaires. Vous vous rendez compte? Vous mesurez les conséquences? Il allume le feu. Il est en train de créer les conditions de la guerre. Alors, quelle guerre? Celle qu'il prépare depuis des mois contre le Mali. Vous vous souvenez ici? Ce délinquant, il est allé à l'Ukraine, il a fait le cinéma. Alors, une bombe avait explosé auprès de lui. Dieu merci, il n'était pas mort. Il est quitté, il a fait une tournée, il est parti au Sénégal. De là, il est arrivé au Niger. Vous vous rappelez son discours? Il dit que nous sommes là pour le suivre de près. Son discours? Ce monsieur est venu dire que la communauté, écoutez-moi bien, que la communauté internationale doit armer le Niger. Vous avez oublié ça? De sa bouche,
Il est venu dire que la communauté internationale doit armer le Niger. Et on arme le Niger contre qui? Pour faire quoi? À l'époque, j'ai crié ici, sur ce plateau. Peut-être avec votre confrère, votre collègue journaliste. Ce n'est pas vous. J'ai crié ici pour dire, ce monsieur doit démissionner, il n'est plus à son poste. Comment le secrétaire général parle de la communauté internationale? La seule communauté internationale qu'on peut reconnaître formellement, c'est quand l'ONU est réunie comme ça à l'Assemblée générale. Quand les peuples défilent à travers leurs représentants pour parler, l'Assemblée générale de l'ONU. Oui, encore, on peut dire, ok, voilà de façon, je dis bien, formelle. Une communauté internationale. Mais monsieur, il ne parlait pas à celle-là, il parlait à sa communauté internationale. Cette pègre internationale composée des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Union européenne, qui se sont autoproclamés communauté internationale. Et vous le savez d'ailleurs, quand ça les arrange, l'ONU n'existe pas. D'ailleurs, l'ONU est le chien couchant. C'est une chienne couchante de cette pègre internationale. On ne peut pas démontrer ça. Les preuves sont tellement légion qu'on ne parle plus de ça. Quand on se respecte un peu, on ne parle plus de ça. Il les a demandé de venir armer le Niger. Alors moi j'ai demandé à l'époque, est-ce que le Niger a fait une lettre à l'ONU pour dire que, ok, moi j'ai pas de militaire, j'ai pas d'armée, venez m'armer? Non. Sur la base de quoi donc un secrétaire général donc, de l'ONU se permet de venir appeler à l'armement international du Niger? Si c'était vrai pour le Niger, pourquoi pas le Burkina Faso? Pourquoi pas la Guinée-Conakry? Pourquoi pas les autres pays qui périssent sur les flammes des terroristes? Ça a commencé là. Le crime a commencé là. La suite du crime a commencé là. C'était une séquence majeure dans la planification de ces crimes-là. C'est dans ce contexte donc qu'il faut donc inscrire l'affaire des mercenaires ivoiriens, de ces forces spéciales attrapées là-bas, avec leurs fausses identités et des armes. Et quand vous comprenez très bien que, et si vous faites un détour à travers ce qu'on appelait SAS là, ce service machin aviation, société d'aviation service, c'est quoi? Moi je connais même pas le nom, cette affaire-là, c'est ce que ça veut dire. Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ces gens-là, mon cher ami, vous prenez un soldat, on vous dit qu'on paye un soldat à 500 000, mais le soldat que coûte, n'est-ce pas, à la trésorerie unisienne, près de 15 millions. Où vont les autres 14 500 000? Ça va où? Et quand vous vous rendez compte que l'entreprise en question a vos propriétaires, le frère de Macky Sall, comme par hasard, et le frère de M. Ouattara, comme par hasard, vous n'êtes pas en train de voir la mafia mondiale qui est autour des missions de maintien de la paix, qui est là, dans le procès à faire là. C'est vrai pour le cas de Mali, mais c'est vrai pour les autres missions de paix dans le monde. C'est une mafia dans lequel tout le secrétaire général de l'ONU mange, mon cher ami. Ils ont mangé en Côte d'Ivoire. Vous connaissez aussi Yonggi Cho, ce criminel qui est aujourd'hui en liberté dans son pays. Il a vendu la certification, n'est-ce pas, aux rebelles ivoiriens pour détruire la Côte d'Ivoire. Il est parti avec des milliards que la rébellion lui versait en vendant le cacao et le café qu'on pillait dans la région du Nord. Et pour lesquels le Burkina Faso se comparait est devenu producteur. Donc des faits, hein, ce n'est pas un jeu, cher ami. Nous ne sommes pas en train de jouer. Yonggi Cho était protégé par qui? Par Ban Ki-moon de l'époque. Et vous avez vu comment l'ONU, sous couvert de l'ONU-ci, a épousé une rébellion, main dans la main. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire, ils ont placé au pouvoir ce criminel-là aujourd'hui, qui fait honte aux pays africains et qui passe sa vie à trahir le continent africain, M. Ouattara. Nous donnons des faits. Vous ne voyez pas la séquence? Vous ne voyez pas le lien? C'est pour ça donc, que pour effrayer le Mali, effrayer les Africains, ils sont sa tête de secrétaire général. C'est qui un secrétaire général? C'est quoi? C'est qui? Il n'est même pas un chef d'État. On le rappelle aujourd'hui. C'est qui? C'est un petit secrétaire, un rapporteur, un écrivaillon qui fait les rapports de l'Assemblée générale. Il veut à ce que ces rapports soient conformes, monsieur. Mais il ne peut pas remplacer les États, ni les chefs d'État. Mais pourquoi il outrepasse sa fonction? Parce qu'il y a une confusion qui est volontairement installée, mon cher ami, entre le secrétaire général et un agent de l'OTAN. On peut accepter ça? C'est ce que le Premier ministre a dénoncé. Du coup, de cette tribune aujourd'hui. Dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme étant enfin une communauté internationale qui soit acceptable. Il a dénoncé ça. Cette confusion qu'on est en train de faire. Où l'ONU, son secrétaire général, devient un agent de l'OTAN. Il cesse d'être le représentant
le rapporteur de la vraie communauté internationale représentée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il prend position. D'où donc le mot, quand je vous dis que c'est un délinquant, moi je n'insulte jamais les gens. Hein. Attention. J'appelle chien, chat, délinquant diplomatique. Il n'est plus digne d'être secrétaire général de l'ONU. Il doit démissionner. Il doit démissionner, monsieur. Quand j'ai fini avec ça, je reviens avec l'autre dimension internationale du discours de monsieur le Premier ministre. L'homme qui a fait honneur au continent africain, une fois de plus aujourd'hui, quand il a convoqué la question des droits de l'homme, vous l'avez suivi? Oui. Il dit que les droits de l'homme, chaque Malien incarne les droits de l'homme. Je ne sais pas si les gens ont suivi ça. On passe là. Non, il faut s'arrêter là-dessus. Eh bien, pour rappeler que le Mali n'a rien à apprendre par rapport vous avez tout compris. Par rapport aux droits de l'homme. Le Mali a toujours fait de la promotion, de la protection des droits de l'homme une question nationale, en partant de l'histoire. Chaque Malien, donc, incarne les droits de l'homme. Il a convoqué quoi? La charte du Kouroukan Fouga. Oh mon Dieu. Élaboré on est en 1236. Personne n'imaginait même qu'un jour l'ONU devait exister. Personne, on pensait même pas un jour que l'Occident se jugerait dans l'histoire. Les Maliens avaient déjà élaboré une constitution. Mais pire, ils avaient une charte des droits de l'homme. Alors, dites-moi donc comment, à partir de pareilles références et de faits historiques, on peut accepter aujourd'hui que sur la base d'une rédaction minimaliste, j'allais dire vulgaire, de ce qu'on appelle droit de l'homme, on soit en train de détruire le Mali en protégeant les terroristes par la manipulation du droit humanitaire international, ce qu'on appelle, les droits des humains, la charte des droits humains aux Nations Unies. Et que tout le temps, on nous insulte, on insulte l'Afrique, et qu'aujourd'hui, des criminels se présentent comme les porte-drapeaux des droits de l'homme. Cette imposture devait cesser. Et aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit clairement dans l'enceinte des Nations Unies face à la communauté internationale, la vraie, réunie à l'Assemblée générale. Quand vous regardez aujourd'hui, mon cher ami, que la question des droits de l'homme aujourd'hui est aujourd'hui le préjugé majeur de notre époque, c'est-à-dire que derrière ça, des criminels, la criminocratie internationale qu'on appelle l'Occident, se permet de se présenter en paragon de droits de l'homme, alors qu'elle passe son temps à la violer matin, midi, soir. Elle peut accuser la Russie de crimes de guerre et nous imposer que nous considérons c'est l'accusation comme étant de la vérité. Et quand nous refusons, et quand on demande, mais amenez ça à l'ONU au moins, faites semblant, allez faire votre ciment au moins à l'ONU. Elle refuse, ils refusent, mon cher ami. Et ils nous disent que non, on doit condamner un crime qui est un crime parce qu'ils l'ont décidé. Alors que eux, les vrais crimes qu'ils commettent matin, midi, soir, ne sont jugés par personne. Ça peut continuer comme ça? Vous voulez qu'on laisse un criminel comme Macron parler des droits de l'homme? Vous voulez qu'on laisse Ursula von der Leyen, une déléguée mentale, parler des droits de l'homme? Vous donnez les leçons? Vous voulez qu'on laisse Joe Biden, un criminel comme ça, vous donnez les leçons des droits de l'homme? Vous voulez qu'on laisse l'Angleterre, l'Union européenne, continuer à nous infantiliser comme ça? Vous voulez qu'on les laisse trahir la charte des Nations Unies qui a consacré, mon cher Boubacar, l'indivisibilité des droits de l'homme? C'est dans la charte des Nations Unies là. Ils n'ont même pas lu. Ils ne savent même pas la lire. Indivisibilité veut dire qu'il n'y a pas de droits politiques à part, de droits économiques à part, de droits culturels à part, de droits sociaux à part. Et ce que ça veut dire? Donc, une vision holistique des droits de l'homme. C'est ce que le Mali a fait dans la charte de Kouroukan Fouga. Et voilà pourquoi le Premier ministre lui rappelle ça. Ce n'est pas leur niveau. Ce n'est pas leur niveau. On peut continuer, mon cher ami. Alors, si vous parlez du secrétaire général, mais alors, on va parler de certaines figures qui ont été convoquées. Oumaro Sissako, Umbalo. Alors moi, je vous pose une question, M. Aboubakar. C'est vous qui posez la question. Hein? Oui. Je suis dans une figure de style. Bon, vous me demandez, M. Bandakani, c'est un président? Que Sissako, là, c'est un président? Donc, moi, Bandakani, je dois appeler Sissako chef d'État, Sissoko chef d'État. Et pourquoi pas ne pas l'appeler, hein, président Bandakani? Ben, alors, ce genre de souffrance a été terminé pour les Africains. On ne peut plus considérer des voyous comme ça comme président. C'est un chef de l'État. Non. Il n'est pas chef d'État. Pas appeler ça chef d'État. Si vous appelez ça chef d'État, il y a le chef d'État dans le monde. Arrêtez ça.
la fonction de chef d'État est sacrée. Alors, ils l'ont désacralisé en habillant le nègre de maison, en ramassant de la racaille, la plus absolue, et les ont habillés du costume de président. Et c'est là où on nous a piégés. Parce que quand tu vas appeler Choguel comment on l'appelle? Oh, le grand colonel Assimi Goïta. Quand tu vas l'appeler président, il faudra aussi appeler Sissako Ambalo président. C'est là le piège. Il faudra aussi appeler Bazoum président. Et alors qu'est-ce qui se passe? Les bandits qu'on appelle l'Occident, des petits garçons comme Macron, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc ramasser la racaille habillée en costume de président, les opposer donc à les vrais présidents qui sont porteurs d'aspiration de leur peuple, monsieur. C'est ça le danger que nous avons dans cette affaire. Donc, quand un patriote africain va dire qu'il est président, monsieur Ouattara va venir s'asseoir, il va prendre la photo avec Joe Biden. Vous avez vu? C'est ça son problème. Hein? Il fallait qu'on le filme avec Joe Biden et son épouse. Dès qu'il sort ça, c'est un grand président. Écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Les Africains sont en droit aujourd'hui de ne plus considérer des soi-disant présidents de la CEDEAO comme étant des présidents. Ils ne le sont plus. Nous avons construit l'opinion publique africaine pendant 10 ans au prix de nos vies. Hein. Et le Premier ministre Mario aujourd'hui vient de faire consacrer cette opinion publique africaine qui a été construite à un niveau supérieur. Ça veut dire quoi? En répondant... oui, allez-y. Ça veut dire que désormais, cette opinion a son mot à dire. Et que les présidents ne parlent plus au nom de l'Afrique, c'est terminé. Ce n'est plus n'importe quel président. N'importe qui. Je ne veux pas dire que parce que je suis président, je parle au nom de l'Afrique. C'est trop ça. Combien de faux présidents trahissent l'Afrique matin, midi, soir? De toute façon, sur ce point-là, le Premier ministre malien a dit clairement au président en exercice de la CEDEAO, au président Badakani, que le président en exercice sera jugé sur les efforts menés fond de ce discours. Et pour avoir écouté plusieurs fois, moi je vous dis qu'en fait aujourd'hui, on a écouté le porte-parole de l'humanité. Même pas de l'Afrique. On a écouté le porte-parole de l'humanité. Les choses doivent être claires désormais. Ce combat, c'est l'affrontement des humains et des non-humains. Le monde est désormais divisé en 2 camps, pas plus. Le reste, ce sont des sous-camps ou des sous-sous-camps. Le conflit fondamental est désormais l'opposition entre les humains et les non-humains. Pour preuve, regardez son mot de fin. Il a convoqué Dieu, le vrai Dieu. Quand quelqu'un convoque Dieu de cette manière, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'humanité. L'humanité. Je ne sais pas si vous avez entendu cette référence-là dans plusieurs autres discours. Pas vraiment. Il n'y a pas de hasard. Donc, Dieu a parlé à travers un homme. On ne voit pas Dieu à travers les hommes qu'on voit Dieu. Dieu vient de parler à un homme. Et c'est le vrai Dieu qui a parlé parce que le contenu de ce discours est récapitulateur de la problématique de l'humanité en ce début du XXIe siècle. Dans ce discours, c'est l'humanité qui a été résumée. C'est le sort des nations et des humains qui a été résumé dans ce discours. Monsieur Maga a été le porte-parole de tous les peuples opprimés de la terre. Et qui sont opprimés par qui? Par la voyoucratie internationale. La pègre internationale qui se fait appeler communauté internationale. C'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Union européenne. Et les assimilés. Et l'ONU, ce cadre-là qui a été écrit sans les peuples de la terre, qui a été écrit par une clique, par une oligarchie, parlant en son nom. Je sais que de nos amis russes, et souvent chinois, sont souvent gênés qu'on les ramasse tous, quand on parle de du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ils savent qu'ils sont, c'est pas, nous on ne parle pas d'eux. Parce que nous connaissons l'histoire du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Je sais, récemment encore, notre ami le président Poutine croit en l'ONU. Il croit, n'est-ce pas, à l'ONU comme étant le réceptacle des aspirations multipluralistes de l'humanité. Et quand il compare l'ONU à la Société des Nations, il dit vaut mieux encore cette ONU
ce Conseil de sécurité qu'une société de nations qui va être la tribune de bavardage, qui ne peut rien faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est morte. Mais aujourd'hui, avec l'opération spéciale en Ukraine, la Russie et le président Poutine ont constaté que cette ONU-ci ne peut pas être le lieu de rencontre des peuples de la Terre. C'est une affaire qui a été écrite par des criminels, par ceux qui ont inventé l'esclavage et qui l'ont appliqué aux peuples africains, par ceux qui ont inventé le colonialisme, qui ont inventé le néocolonialisme et finalement ont créé l'impérialisme et qui, en récapitulant tous ces satanismes, ont inventé le système le plus inhumain que l'histoire de l'humanité ait connu. Sugar Maga était le porte-parole de l'humanité, c'est-à-dire celle qui gît, celle qui pleure, celle qui crie, celle dont l'humanité est niée. Mon cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Et tout son discours a été la récapitulation de toute cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai dit, il était ce soir, nous avons entendu le porte-parole de l'humanité. Dieu a parlé à travers un homme, mon cher ami. Ce discours, donc, avait une portée géopolitiquement globale. Mais il était aussi fondateur pour l'Afrique et les Africains. Alors sa portée géopolitiquement globale est claire. Depuis le début, n'est-ce pas, on a vu dans le discours, monsieur le Premier ministre, porte-parole de l'humanité, dénoncer la volonté d'un hégémon maléfique. L'hégémon maléfique dont il est question ici, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Ah ben, il n'y a pas moyen de... C'est terminé cette affaire, l'angle de bois est terminé, c'est fini. Un hégémon maléfique qui s'est inscrit depuis son avènement comme puissance historique comme étant l'horizon indépassable de l'humanité, comme étant le maître des destinées des nations et des peuples. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que l'Occident s'est arrogé le droit, par la force et la violence la plus absolue, de dire qu'il y a humain et qu'il ne l'est pas, de dire qu'il est une nation et qu'il ne l'est pas, de dire qu'il y a un peuple et qu'il ne l'est pas. Et ça, par la violence, les génocides, les massacres, le vol, le pillage et la destruction. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cet hégémon maléfique que le Premier ministre a dénoncé aujourd'hui. Ça, c'est la dimension globale. Et dans son mot de clôture, dans la phase de clôture de son discours, regardez ce qu'il a convoqué. La domination, la volonté de dominer, l'ordre de la prédation des ressources. Il leur a dit de revoir leur copie, de revoir leur logiciel. Il leur a dit de revoir leur modèle aussi. Leur modèle. Et il a posé les bases du monde nouveau. Il a dit que le prix à payer pour l'avènement d'un monde nouveau, c'est de sortir du carcan de la diplomatie, de l'hypocrisie qui a longtemps régné sur le monde. Et qui fait que une victime doit adorer son bourreau. Une victime, quand elle parle à son bourreau, ne doit pas dire ce qu'il fait de mal. Doit magnifier son bourreau. Et on appelait ça diplomatie. C'est la relation qui nous lie à l'Occident criminel depuis des siècles. C'est la relation qui nous lie aux vallées de l'Occident depuis des siècles. Même en Afrique, entre nous. C'est la relation qui nous lie. C'est pour ça que M. Ouattara peut être encore pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on était dans le carcan de l'hypocrisie diplomatique. Tout le monde sait que c'est un voyou, que ce n'est pas un président ça. Mais le carcan de l'hypocrisie diplomatique nous a amené à oser appeler M. Ouattara président. Et on a surpris d'avoir les Dambalo, d'avoir les Bazoum, d'avoir tous ces gens-là qu'on appelle président et qui sont des criminels, des traîtres du continent. C'est parce qu'on l'a cédé à partir de ce moment-là, mon cher ami. On l'a cédé à partir de ce moment-là. Donc, monsieur le Premier ministre nous dit que la nouvelle ère passe par deux conditions fondamentales qu'il a posées. Je suis encore au niveau du caractère géopolitiquement global de son discours. Ce n'était pas n'importe quel discours. Il est profondément historique. Parce que tous les opprimés de la terre se reconnaissent dans ce discours. Ce n'est même pas seulement les Africains. Même s'il est fondateur pour nous. Il dit ceci, il dit, premièrement, si ils vont répondre coup par coup, c'est-à-dire que vous nous insultez, nous on vous insulte. Vous tirez une balle contre nous, nous allons tirer également une balle contre vous. Ça veut dire quoi? Sortir du carcan de l'hypocrisie diplomatique. C'est ce que ça veut dire. Remplacer l'hypocrisie diplomatique par la vérité diplomatique. Parce que le bilan de l'hypocrisie diplomatique va conduire l'humanité à sa perte. C'est ça aujourd'hui le bilan. Depuis des années qu'on fait ça, on est où? L'Afrique est menacée de disparition. Voilà le Sahel qui brûle et est utilisé comme base pour coloniser le continent africain de nouveau.
Voilà le Sahel où on est allé inventer, on a crié, on a entretenu, on a habillé les terroristes. Et nous, parce qu'il y a le carcan de la diplomatie mondiale, il ne faut pas énerver un diplomate européen, il ne faut pas attaquer les puissances. On ne parle pas fort aux Américains, on ne parle pas fort à l'Union européenne, ce sont des partenaires. Quels partenaires? Quels partenaires? Et c'est ça qui nous a conduit où on est. Un pays comme le Mali qui a failli disparaître. Le Burkina Faso brûle. Tous les pays africains brûlent. Au Cameroun, mon pays, là-bas, il y a le feu partout. Dans les frontières du nord, dans les frontières là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest. Ça brûle. Pourquoi? Parce que pendant des années, on nous a interdit. Il ne faut pas appeler chat. Il faut qu'on adore le bourreau. Il ne faut pas le froisser. C'est ce carcan que le Premier ministre vient de briser. En amenant dans ce cercle-là, dans ce temple de la diplomatie mondiale, le langage de la vérité. Que nous, on déroule depuis 10 ans, plus de 10 ans ici, sur ce plateau. Le Premier ministre a transporté ça, il a mené ça là-bas, mon cher ami, pour mettre fin à la vieille ère. Deuxième condition, il a dit ça, il faut un bilan sans complaisance de la vieille ère de domination et de prédation de ressources. Et qui est le patron de cette vieille ère? Le vieux monde l'a incarné par qui? Les Occidentaux. Avec devant l'Amérique, qui vient encore d'insulter l'humanité en votant une des lois les plus criminelles de l'histoire de l'humanité, qui nous interdit de faire des transactions avec qui on veut. Et on va nous dire de ne pas insulter Joe Biden, de ne pas dire qui il est, de ne pas l'appeler criminel, parce qu'il y a un pays qui ose voter une telle loi en plein début du XXIe siècle, il n'est pas de l'humanité. Il est hors de l'humanité, monsieur. Et sans ce Premier ministre aujourd'hui, on va continuer encore à nous dire, oh écoutez, il y a les contraintes diplomatiques. Vraiment, il ne faut pas énerver. Oh non, il faut se calmer. Il faut savoir garder son sang-froid jusqu'à mourir. Mon cher ami, il y a un niveau où vous gardez votre sang-froid, vos nerfs vont exploser. Parce que vos nerfs n'arrivent plus à contenir la tension d'hypocrisie qui vous détruit à l'intérieur, qui vous ronge. Parce qu'on vous dit, vous voyez quelqu'un est en train de piller vos ressources, de violer vos enfants, de tuer. Je vous demande de vous taire. Non. De dire qu'il est bon, de dire qu'il est gentil, au nom de la diplomatie. C'est fini. Donc, un nouvel âge de la diplomatie mondiale a été ouvert aujourd'hui. Le langage de la vérité est entré dans les relations internationales. Ah oui, le langage de la vérité est entré dans les relations internationales. Voilà pourquoi je vous dis que c'est Dieu qui a parlé aujourd'hui, le vrai Dieu, à travers un homme. D'accord. Pas à travers un prêtre. Pas à travers les pasteurs, avec leur soutane, d'hypocrites. Pas tous, évidemment. Pas à travers des religieux. Pas à travers tous ces gens-là qui longtemps ont revêtu des habits, des soutanes pour nous faire croire qu'ils parlaient au nom du vrai Dieu et qui étaient les architectes de l'injustice, du faux, du crime et des génocides. Dieu a parlé à travers un homme. Parce que la vérité, c'est Dieu. Donc, ça, c'est mon premier jet parce que je reviendrai sur les cas particuliers du secrétaire général. Très bien. Le cas